Bonjour, vous écoutez Le Maquis, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants. Je suis Awan Jai et je vous retrouve pour la suite de l'épisode consacré au thème Afro de France et études supérieures. Dans cette deuxième partie, les invités parleront entre autres de ce que leur ont apporté leurs études sur le plan humain et intellectuel, du concept de transfuge de classe ou encore du rapport qu'entretiennent les jeunes issus de l'immigration avec les études supérieures. À présent qu'on a fait un peu le tour de vos parcours respectifs, qui nous ont pas mal éclairé du coup sur le comment vous en êtes arrivés à là. Je voudrais savoir tout simplement, qu'est-ce que vous aimez plus dans votre vie d'étudiant actuellement ? Moi j'aime plus rien, ça y est, c'est fini. Ah oui, non, qu'est-ce que t'as aimé alors ? Tu vomis la vie étudiante. Ah ça y est, l'overdose. Ce que j'ai le plus aimé, déjà ça a été, je pense que ma formation la plus intéressante, ça a été à la fois quelques années de mon année à Copenhague, ça a été la meilleure année d'études. Et sinon peut-être aussi un petit peu mon parcours en histoire qui a été intéressant, plus ou moins je dirais. Mais ce que j'ai le plus aimé, je pense, ça a été cette capacité à regarder le monde avec un autre angle que celui de, je sais pas, de ce côté un peu pratico-pratique. Tu sais, il y a une injonction au pragmatisme, je trouve, toujours à l'efficacité, à la productivité dans le monde, à l'utilité. Et c'était bien dans le milieu académique d'avoir cette sphère pour vraiment penser le monde d'un point de vue forcément rationnel, hein, bien sûr, mais avec ce recul au-delà de l'intérêt, au-delà du personnel, au-delà de la petitesse de soi, de regarder le monde avec un regard beaucoup plus fort, plus complexe, c'est ça, la complexité du monde que tu arrives à explorer quand tu es à la fac, tu pourras jamais le retrouver dans le monde professionnel. Ça c'est clair. Je suis grave d'accord avec toi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez universel. C'est quelque chose qui va être vrai pour des personnes qui vont étudier des sciences naturelles, des sciences exactes et des sciences humaines. Et personnellement, quand j'ai fait mon DUT technique de commercialisation, j'étais resté sur ma faim parce qu'en fait, on m'apprenait des techniques qui étaient pratico-pratiques, de manière théorique, mais c'était pratique. L'idée, c'était demain, je les applique dans mon métier. Et c'était frustrant parce que de nature, je suis très curieux et j'avais toujours envie d'aller plus loin. Et en fait, mes cours qui m'ont le plus passionné quand j'étais en formation, c'était des cours qui étaient des mineurs. Des cours d'économie, là où les majeurs, ça allait être des cours de marketing, des cours de finance pour me former à devenir assistant en marketing ou banquier. Mais je pense qu'au-delà des cours, parce que bon là, je pense que je vais me réorienter pour étudier des choses qui m'intéressent plus, donc les sciences humaines et sociales, l'économie et la socio, c'est vraiment la vie étudiante au sens large. Cette idée que tu rencontres des gens qui sont pas forcément du même milieu que toi, qui sont pas forcément les mêmes origines que toi, encore plus quand tu es en échange parce qu'ils viennent pas du même pays que toi, donc vous n'avez pas les mêmes cultures, et il y a une émulation autour du fait que vous avez des centres d'intérêt communs, bien sûr, vous êtes dans la même formation, donc en théorie vous aimez à peu près les mêmes choses, en tout cas vous avez les mêmes centres d'intérêt, mais aussi sur tout le reste avec l'associatif, les associations étudiantes où il y a une vraie émulation, genre tu rencontres des gens, vous investissez dans des projets qui vous intéressent. Comme à la Mécasse. Et vous faites des choses, et cette idée de se dire que on avance ensemble sur des trucs qui nous intéressent, on crée des choses qui à une petite échelle sont cool, et puis franchement c'est cool. Après je suis pas trop soirée, mais ça aussi. Et ça rentre en compte. Ça rentre en compte en effet. Moi c'est pareil que Randy, en vrai c'était plus le fait de rencontrer des gens, tu vois, de ton âge ou même plus âgés ou plus jeunes, et parler de tout, de tes études et même de ton background et tout ce qui va avec. C'est ça que j'ai le plus aimé dans mes études. Après, je vais pas mentir, le droit c'était dur, hein. donc voilà. C'était bien le côté de théorie, mais je préfère vraiment maintenant parce que là je peux vraiment appliquer et c'est plus intéressant à mes yeux. Mais c'était intéressant aussi de voir la théorie. Je pense qu'il y a un truc dans la vie étudiante qui a vraiment rien à envier à la vie après, que ce soit professionnel, la vie familiale. C'est ce moment où tu es dans un monde où tous les gens qui sont autour de toi, ils ont le même âge que toi, et votre seule problématique, c'est punaise, est-ce que je vais passer mon partiel ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et genre au quotidien, après je trouve que c'est vraiment quelque chose qui se retrouve genre quand t'es étudiant et que t'es pas dans la ville dans laquelle tu habites, surtout quand t'as un logement sur place, donc par exemple si t'es en échange ou si tu viens de province et tu viens à Paris, parce que t'es vraiment dans un truc où tu traînes H24 avec des gens qui ont ton âge, tu révises avec les mêmes personnes, tu manges avec ces mêmes personnes, tu fais des soirées où t'es dans les assos avec ces mêmes personnes, après ça peut être vaste.
Mais il y a cette liberté aussi de se dire, bah vas-y, je sors de chez moi à 22h, je vais chez mon pote qui lui aussi vit seul et tout. C'est ça. Tout ça, c'est vraiment lourd, je trouve. En fait, t'as surtout l'énergie parce que quand tu travailles, tu rentres, t'as juste envie de dormir, genre. Ouais, ça y est, t'es adulte. C'est là tu comprends la différence entre la vie étudiante et La vie professionnelle. la vie professionnelle par la suite. Ouais, après, je trouve que, sincèrement, je trouve que personnellement, ça a été aussi un moment pour moi d'émancipation, déjà intellectuelle, mais aussi, je dirais, même psychologique, même corporelle. Enfin, je trouve que le fait d'avoir été à la fac, déjà, je pense aussi longtemps, j'ai rencontré des personnes que j'aurais jamais pu rencontrer dans mon quartier, de tous les milieux, de différentes origines, même si mon quartier il est assez pluriel, c'est pas la même pluralité. Et sincèrement, je pense que ça m'a donné un nouveau regard sur le monde. Une fois que j'étais entrée à la fac, j'étais plus du tout la même personne que celle qui était avant. Et je pense que même aujourd'hui, je pourrais jamais être la Mariam du quartier de quand j'avais 15 ans. C'est sa manière parce que mais malheureusement, il y a aussi eu une fracture qui a été douloureuse. Parce que voilà, il y avait un regard, les gens te rejettent aussi un petit peu en se disant, bah non, t'es à la fac, t'es dans ce milieu-là, t'as Géchamp, voilà. Et en fait, tu parles différemment, tu penses différemment, tu simplifies plus ton... Tu sais, il y a un truc, je trouve qu'il y a pas mal d'éléments de langage même dans les quartiers, tu vois. Il y a des choses qui se disent dans des contextes particuliers. Enfin, je crois pas, il y a aussi tout un écosystème, tu vois. Et toi, t'en sors un peu, t'es en mode, non, attendez. C'est relatif. Les choses sont plus complexes, faut relativiser ça. Et c'est pareil, la discussion avec mes parents, enfin ma mère, avec ma famille, c'est plus possible en fait. Il y a des choses qu'ils vont dire. Même par exemple, je sais pas, j'ai fait l'histoire, donc forcément, elle me parle de sa vision de la culture, comme j'en parlais un peu hier, mais du Mali. Elle me parle de sa vision politique, ma famille aussi. Et en fait, c'est pas possible quand t'as fait un minimum d'histoire ou que t'as regardé. Comment dire, t'es aussi proche du monde politique, maintenant je suis à la mairie de Paris, etc. Tu peux plus laisser les gens dire n'importe quoi, n'importe comment, devant la télé, ou avoir des suppositions, des théories du complot, des machins, trucs. Tu deviens allergique à l'essentialisme, quoi. C'est ça, oui, c'est ça. Et forcément, ça crée un rapport de force qui peut parfois être hyper violent dans le langage aussi, parce que ta mère va te dire quelque chose, mais tu vas lui dire non, pas une supériorité, mais tu vas lui exprimer un argument beaucoup plus solide, et elle voit le rapport de force inversé. Pareil avec ta famille, pareil avec tes amis. Et en fait, il y a un rejet aussi de se dire, là, t'es pas meilleur que moi, parce que c'est pas parce que t'as fait la fac, voilà, moi j'ai l'expérience de la vie. Et en même temps, il y a ce truc de, tu te sens pas, t'as pas envie de créer cette fracture, mais elle s'est installée. Donc oui, donc en fait, il y a aussi, j'ai dû faire un deuil de celle que j'étais avant. Je dois des fois aussi mesurer, mais des fois j'abandonne la discussion. Je cherche pas forcément, tu vois, à débattre surtout, parce que je me dis, c'est pas la peine, on n'est pas sur la même échelle de pensée. Et eux, ils ont leur système, j'ai mon système maintenant. Mais ton système, il change complètement avec la fac. Et donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Et maintenant, quand j'arrive dans mon quartier, je me sens presque étrangère. Tu vois, je me sens plus du tout... j'ai plus ce truc de Mariam la famille. C'est plus ça. C'est une belle transition, parce que justement, je voulais vous parler du concept de transfuge de classe. Donc, j'imagine que vous en avez déjà entendu parler. Bien sûr. Forcément, voilà. Bon, pour rappel, c'est en fait le fait qu'une personne change de milieu social, souvent de manière ascendante, donc de passer par exemple de classe populaire à CSP+. Et j'ai remarqué que cette idée, elle est souvent convoquée pour faire du storytelling autour de son parcours, pour dire qu'on a une sorte de la méritocratie, une success story, on est sorti du lot. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de ce concept? Est-ce que vous-même vous considérez comme des transfuges de classe, même si vous êtes encore au stade des études et du coup vous n'êtes pas forcément encore cadre supérieur, même si je ne doute pas que ça arrivera. Mais est-ce que vous considérez vraiment comme un transfuge de classe, ou alors c'est un concept sur lequel vous avez un regard plutôt critique? Pour le coup, un peu oui. Parce que, comme je disais au début, je viens d'une famille assez modeste. Et bon, en vrai, c'est ma mère qui a émigré, donc clairement, je suis un peu la première personne de ma famille à être diplômée et à être aussi loin dans les études. Donc forcément, on voit la différence intellectuelle avec les autres membres de ma famille, malheureusement. Et ouais, un peu, pour le coup. Mais j'essaie de quand même relativiser, de garder les pieds sur terre malgré ça, tu vois. Et de me dire que, certes, j'ai commencé normal, je suis en train de monter, mais je suis pas encore là-haut. Donc, on n'oublie pas d'où on vient, dans tous les cas. J'aime bien ton expression, garder les pieds sur terre, et moi, c'est vraiment une chose qui m'effraie. Je suis pas encore un transfuge de classe ou un transclasse, tout simplement parce que c'est pas ce que mon compte en banque dit. Donc, pour l'instant. La précarité, pour l'instant, j'y suis encore les deux pieds dedans. Mais je sais qu'à un moment, ça va venir et ça me fait peur parce que j'ai peur qu'il y ait une déconnexion qui soit trop forte avec les gens de mon milieu de base. Et c'est toute ma famille, c'est aussi tous mes amis d'enfance.
c'est comme si quelque part... Enfin, il y a cette peur de la trahison. C'est pour ça que je pense pas que ce soit déjà une expérience qui soit forcément positive ou améliorative. Après, déjà, si je compte faire un bac+5 ou un doctorat, c'est clairement pas pour rester dans la précarité. Donc, j'espère au moins être dans les classes moyennes supérieures, moyennes et aisées, quoi. Mais à quel prix? C'est surtout ça la question que je me pose. Alors moi je pense que j'ai une vision un peu, ouais, je suis pas encore, en fait j'ai jamais vraiment pensé à ce truc de transfuge de classe. Moi j'ai toujours eu, pour le coup il y a des choses dont on hérite, par exemple la culture rap, il y a un truc de mettre la daronne à l'abri, tu vois. J'ai toujours pensé comme ça, je me suis jamais dit, j'ai envie d'être dans une sorte de catégorie, d'être avec un type de personne. Il y a un truc de classe, comme si c'était un peu des boîtes hermétiques où tu rentres dans une boîte, ça y est, t'es dedans. Moi je pense que même quand, je suis bien avec tout le monde. Ouais. Tu vois, vraiment, mais c'est pas un truc de... Quand j'étais au bas du bas, on est au restaurant du cœur avec ma mère, j'estime que j'ai pas moins de valeur quand j'étais au restaurant du cœur à mettre des bouffes dans le caddie que maintenant. Et donc il est hors de question que j'ai un regard dépréciatif ou que je me dise que je veux m'extirper d'une classe pour aller vers une autre comme si on pouvait plus... Ça, je trouve que c'est des systèmes... Trop limitants. rigide. Ouais. Et aujourd'hui, je trouve qu'avec tout ce qui est start-up, les mecs qui sont, je sais pas, t'as des influenceurs, t'as des youtubeurs, la classe est en train de se bousiller, tu vois, le système de classe est en train de se bousiller. Tu peux être un jeune cadre, gagner 3000 balles, tu vas avoir un gamer de Twitch qui va gagner 6000 balles par mois, tu sais pas en fait. Tu sais pas vraiment. Et donc, on sait jamais vraiment combien les gens gagnent, qu'est-ce que c'est la classe, qu'est-ce que ça veut dire manger dans un restaurant particulier, manger quoi, acheter quoi, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'aspire à une sécurité financière et une indépendance totale de toute forme de subvention, subvention gouvernementale. J'en ai marre d'avoir Ça. la bourse. C'est ça. Ça, c'est mon ton goal goal. ultime, et de pouvoir subvenir aux besoins des gens que j'aime et de mes proches de manière tout à fait indépendante. Et je pense que c'est ça, c'est la liberté que je veux, liberté entière. Et ça va me remettre en rien en cause, je sais pas, mon entourage, je serai avec les gens avec qui j'ai envie d'être. Et ce truc de success story, moi j'y crois pas déjà, on est toujours le fruit de ceux qui nous entourent. Enfin, tout à l'heure je parlais du rapport de force avec ma mère, je sais que ça ira jamais aussi loin, que je sais que c'est elle qui a fait tout le taf derrière. On a beau avoir des rapports parfois fluctuants, je sais que quoi qu'il arrive, il y a des personnes qui se sont battues pour que je sois là. Ma grand-mère, elle a fait le taf aussi, tu vois, donc quoi qu'il arrive, on est le... Je crois vraiment que ce truc de self-made man ou success story, machin, l'école elle a fait une partie du taf, mais on survalorise trop l'école républicaine. Sincèrement, psychologiquement, j'aurais pas tenu si j'avais pas eu des soutiens psychologiques, j'avais pas eu des amis qui m'ont toujours entourée. Et le système, c'est le système, il donne ce qu'il a à donner, mais les gens qui t'entourent et les gens qui te propulsent, c'est essentiellement tout le taf. Ouais, et les gens qui réussissent aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils ont eu des bons profs, seulement ils ont eu des bons profs. C'est très bien, les bons profs, c'est la clé. Mais concrètement, ça va être tout le système, tout ton écosystème qui va faire que tu vas réussir. Et psychologique aussi, hein, bien sûr. Combien de gens ils sont hyper intelligents, ils ont fait des dépressions, à ce moment-là, personne ne les a soutenus. Est-ce qu'ils sont moins bien que moi? Je pense pas. Je pense que les moments où j'aurais pu flancher, moi j'avais eu quelqu'un, cette personne-là n'en a pas eu. Donc vraiment, on est le fruit de plein de choses. Et demain, si je réussis, ce sera vraiment juste pour tirer des personnes qui étaient moi d'hier vers le haut aussi. Faut pas oublier ça en fait. C'était en ça que je disais, on n'oublie pas d'où on vient, tu vois. Absolument. Parce que c'est grâce à ces personnes-là qu'on est là, parce que, comme tu disais, Mariam, c'est eux qui nous ont donné la motivation quand ça allait pas. Et faut les récompenser, entre guillemets, pour ça. Donc, Ou même nos parents, parce que là, on est tous des enfants d'immigrés dans cette salle, et c'est des gens quand même qui ont fait un parcours, qui ont quitté leur pays d'origine, qui ont sacrifié une partie de leur vie pour construire une nouvelle vie, dans l'espérance que leurs enfants aient un avenir qui est beaucoup plus radieux que le leur. Et rien que pour ça, déjà rien que pour ce sacrifice, ça vaut le coup en fait de donner le meilleur de nous-mêmes. Ouais, mais c'est dur parce que des fois j'avais l'impression, j'avais un peu le syndrome chinois, tu vois. Genre je vivais les études comme une question de vie ou de mort. Là c'était problématique, je voyais mes potes qui me disaient ouais j'aime pas ce cours, je pense que je vais changer de master ou quoi. Et il y avait une sorte de légèreté vis-à-vis des études. Moi j'avais pas, quand j'allais en cours j'étais concentrée, tu vois. Quand j'avais un examen j'étais stressée parce que je me disais si je me rate là, en fait j'avais trop ce truc où je liais mes études à ma condition de vie. Parce que derrière tout le monde pense comme ça pour toi aussi en disant t'es ton seul. Ouais. Ça fait peur quoi. Donc faut aussi accompagner ces personnes-là parce qu'il y a des moments où je faisais des crises d'anxiété, des moments où j'étais vraiment pas bien, je t'oublie moi-même. Parce que c'est toute ta vie que tu mises en fait.
Et c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. C'est pas le cas pour Bah après, j'ai l'impression que c'est plus les enfants d'immigrés à qui on met vraiment cette pression. Parce que moi, tu vois, depuis que je suis toute petite, ma mère, elle me dit toujours travaille à l'école, l'école c'est important, les amis, ce sera plus tard, etc. Elle me disait toujours l'école c'est toute ta vie. Ah ouais, elle te dit. Ouais, elle me dit ça clairement. Ah oui, donc du coup, moi, je Ah ouais. Tu vois, je l'écoutais, mais je me disais, mais dis n'importe quoi, tu vois. Mais c'est juste là, vraiment, ces derniers temps que je me suis vraiment rendu compte qu'en vrai, elle a totalement raison, en fait. Moi, j'aurais pas jusque dire que pour l'école, le coup, ça doit être toute notre vie. Pour le coup, moi, on m'a jamais mis de pression. C'est le contraire, ça me disait, mais vraiment, je fais pour étudier aussi longtemps, autant d'heures, des pas fatiguée, de machin. On m'a jamais réveillée pour que j'aille à l'école. Elle a jamais regardé mes devoirs. Elle sait jamais, elle sait même pas des fois en quelle année j'étais. Enfin, il y a un truc de bon courage, mais. Force à toi. Et c'était du coup moi qui me disais, mais elle a pas confiance. Et moi, j'ai confiance. C'est ça, elle a pas confiance que c'est toute notre vie. C'est ça. Si je réussis pas à le faire, c'est bon, on va mourir. C'est dingue, hein, comme quoi, tu vois, c'est... Ouais. Moi, il y a un peu de ça, un peu de vous deux, je pense, parce que mes darons ne calculaient pas trop, parce qu'ils y partaient du principe que, tu vois, en plus, je suis gosse du milieu, j'aurais rien à foutre. Genre, grande sœur, petit frère, et en plus, j'étais celui qui avait les bonnes notes, donc on va se concentrer sur les deux autres, hein, voilà. Et je prenais un peu un petit peu mon père comme rôle modèle, mais pas totalement, en me disant, bah... Il est quand même parti de rien et il a réussi à avancer en passant tous les échelons des catégories socio-professionnelles presque. Il faut que, alors que moi je suis parti de plus haut, que j'aille plus haut. Et que si je le faisais pas, je lui faisais pas honneur. Et pour ça, je me mettais une pression qui était que si je suis pas cadre, au moins, si je gagne pas au moins ce qu'il gagne au début de carrière, c'est la honte, quoi. Et ça, ouais, c'était dur, parce qu'il y avait des moments où je me refusais de faire des... Enfin, j'ai jamais eu le luxe de penser des choses, des métiers ou des formations qui allaient être peut-être moins vues comme prestigieuses ou moins rémunératrices, parce que je me disais, non, c'est pas pour moi, il faut que je réussisse, tu vois. Donc, ouais, je serais pas intermittent du spectacle. Pour ça, vous, hein, mais juste, voilà. Vous écoutez Le Maquis, le podcast de l'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de la MECAS. Je suis Sirandou Soukouna, présidente de l'association. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors j'ai une dernière question parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre podcast. Ça peut paraître être un détail, mais par rapport à tout ce qu'on a dit sur l'origine sociale, le fait que tout le monde n'a pas accès aux mêmes études, aux mêmes filières, etc. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a eu beaucoup d'Africains ou d'Afro-descendants dans vos filières respectives ? Et s'il n'y en a pas beaucoup, à votre avis, pourquoi ? Perso, non. Franchement, plus j'avance, moins il y en a. Et encore, j'ai commencé par un DUT, donc c'est l'équivalent d'un BTS à l'université. Donc, dans mon secteur, il y avait quand même pas mal des afro-descendants, mais on n'était pas la majorité. Et c'était un choc, parce que, bon, j'étais dans un lycée général avant, et c'était quand même assez cosmopolite. J'arrive dans le supérieur en DUT, qui est juste à côté, hein, je vous rappelle, moi aussi, Lieu Saint. Et franchement, 80% de la promo, c'était des blancs. 80. Et je me dis, mais wesh, déjà. Alors, aussitôt. Tu dis déjà, mais moi, c'était dès le lycée. Dès le lycée. Moi, au collège, c'était très aussi cosmopolite. Et dès que je suis arrivé au lycée, c'était un lycée parisien qui était plutôt bien coté. T'as été auquel ? Lycée Claude Monet dans le 13e. Ok. Et vraiment, là, le choc de voir qu'on n'était plus beaucoup, quoi. Ils sont passés les frères et sœurs. Bon. C'est-à-dire que c'était vraiment un grand lycée. Ah ouais. Et qu'entre Renois, dans les couloirs, on se lançait des petits regards en mode on se sait, parce tellement on était peu. À ce point. Donc quand je suis arrivée à la fac, en fac d'histoire aussi, pareil, Mariam, tu le sais, on était rares. Ouais. Et donc j'étais pas super surprise, mais un peu déçue, quoi, de me dire
Où Ah, sommes-nous moi, Où est-ce qu'on est ça s'est fait crescendo, mais ouais, je passe mon DUT, ok. Je vais en échange. Bon, après, c'est à l'international, mais quand même, sur les Français qui sont partis, il y avait que 2 Renault, là. On était 10, tu vois. Et bah, en théorie, si je continue en école de commerce, là, je me serais pris une gifle. Hein. Je me serais pris une gifle parce que bon, je vise les meilleurs et je serais arrivé. Au-delà de la bulle de personnes qui sont issues de l'immigration que je connais, qui sont dans les grandes écoles, je serais vite rendu compte que dans les cours, je serais le seul Renault. Et à quoi c'est dû? Franchement, je saurais pas le dire. Si ce n'est que. Je voudrais pas trop essentialiser, mais je pense que les gens qui sont issus de l'immigration d'Afrique subsaharienne, bah, pour la plupart, à mon sens, ils sont pas méga riches. Et ça, je pense que ça joue. Ils vivent pas dans les villes où il y a les meilleurs établissements et leurs parents, ils connaissent pas les règles du jeu. Ça veut dire que bah, même si tu as de bonnes notes, tu arrives au collège, au lycée, bah, après ça, déjà, même si tu as les diplômes, je suis pas sûr que tu sois orienté dans les, entre guillemets, bons endroits. Et encore, faut y arriver. Parce qu'il y en a plein qui vivent dans des zones où, bah, franchement, étudier, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et même si tes parents ne gagnent pas beaucoup, parfois, c'est même pas la priorité. Je connais énormément de gens qui, directement après le bac, ils se demandaient comment ils pouvaient aider leurs parents financièrement, tu vois. Et ça passait par des petits boulots ou des BTS en alternance, mais absolument pas par des études longues à l'université. C'était lunaire pour eux. Je suis tout à fait en phase avec ce que vient de dire Randy. Donc il y a cette difficulté quand tu es issu de l'immigration à être déjà efficace. Moi j'ai toujours ça parce que concrètement, chez toi souvent, tu as pas mal de... Enfin, pas moi, mais tu as pas mal de frères et sœurs. Des fois, tu pas forcément de place dans ta chambre. Rien que pour travailler, tu vois, j'ai gardé des enfants issus des familles, tu vois, africaines. Enfin, les enfants font les devoirs, soit à table à manger, accroupis parfois, entre de la télévision à droite, la mère qui crie à gauche, la petite sœur qui gambade partout. Et en fait, il n'y a aucun cadre. C'est très compliqué déjà d'avoir cette culture studieuse. Les parents ne suivent pas forcément les dossiers, les comptes rendus, les bulletins scolaires. En fait, rien n'est fait pour que tu réussisses scolairement. Et sincèrement, même d'un point de vue capital culturel, je me rends compte que j'avais jamais le temps de lire. Parce que comme je travaillais le week-end, le soir, bah, tout ce qui est culture générale, lire des bouquins, des machins, mais je galérais pour avoir le temps. T'avais la volonté? Bah bien sûr. Surtout quand je rentrais, pas forcément avant l'université, mais au moment où je rentrais à l'université, quand tu rentres en licence d'anglais, c'est beaucoup de littérature. Et là, concrètement, tu fais la littérature, tu lis pas, c'est compliqué pour toi d'avoir cette analyse critique parce que tu arrives et tu as du Agatha Christie, du Edgar Poe, du Charles Dickens, du machin truc. Enfin, t'as du. Non, Hemingway, il est américain. Mais tu as vraiment de tout. Et si tu n'as pas cette culture, ça se sent vite si tu n'as pas cette culture. Et donc, il y a ce truc de lire, c'est ce qui va te nourrir. Et j'avais pas ce temps. Alors, j'avais des amis, je me rendais compte que depuis qu'elles avaient 8, 9 ans, 10 ans, elles avaient déjà été accoutumées à ce genre de littérature. Donc, il y a pas mal de choses aussi qui font que tu manques de bagages, tu manques de tout. Mais aussi, alors, c'est pas pour tirer à balles réelles sur les familles africaines, mais je pense sincèrement que après presque 50 ans d'immigration là en France, il faut qu'elle commence à se poser la question de quels sont les outils pour aller vers une stabilité économique, sociale et même tout ce que tu veux ici en France ou ailleurs. Mais sincèrement, commencer à prendre connaissance des moyens pour que leur descendance s'en sorte. Et je suis vraiment attristée par ce désintérêt total de certaines familles africaines, pas tout le temps, certaines familles africaines pour les questions scolaires et les questions académiques, sincèrement. Parce que c'est pas le cas de toutes les familles issues de l'immigration. Il y en a qui sont parfois justement hystérisées sur ces questions-là, c'est pas forcément bien non plus. Mais au moins être accoutumé et savoir que ton enfant a un droit à ça et que s'il en a un, il peut faire ce choix-là. Mais je trouve qu'on a réadapté des paradigmes qui sont ceux des valeurs africaines, seulement dans le sens où ce qui compte c'est d'avoir de l'argent en instant T, pour le dépenser en instant T, et c'est ce côté de se créer une vision très court terme. Je trouve que la vision elle est court terme, c'est de se dire si je peux avoir 50 € maintenant, c'est mieux que 3 000 € dans 5 ans, tu vois. Alors que 3 000 € dans 5 ans, s'ils arrivent de manière régulière, c'est plus le même monde, c'est plus les mêmes milieux, c'est plus le même taf, c'est plus les mêmes espérances, c'est plus la même vision des choses. Là tu vas gagner le SMIC
pendant 15 ans, tu vas rester dans la même cité, tes enfants aussi. En fait, tu vois, il y a une sorte de comment est-ce que je sors de la misère et comment est-ce que je romps le cycle de la pauvreté. Ça va au-delà d'un seul job, d'une seule bagnole, d'un seul taf. Après, C'est construire une vision pour soi et pour sa famille, et pour ça, il faut être outillé. Et parfois, je trouve que la famille africaine, elle manque de ces outils. Est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est pas volontaire, je sais pas. Après, je pense que c'est pas forcément volontaire, parce que comme on disait, il n'y a pas vraiment beaucoup de jeunes descendants afro qui réussissent au niveau des études, etc. Tu vois. Comme tu me disais, il n'y a pas beaucoup de représentation, peu importe un peu les domaines. Majoritairement, dans tous les domaines, on voit qu'on est très peu. Pareil endroit, plus on monte, moins il y a de gens. Et donc, je pense que comme ils ne voient pas forcément des gens qui réussissent à ce niveau-là, ils ne voient pas forcément sur le long terme que après les études, tu peux gagner, je sais pas, tu peux commencer à 2 000 € au lieu de commencer à 1 200. Ils se disent pas, oui, en vrai, je devrais peut-être pousser mon enfant à étudier plus pour que dans 10 ans, il commence déjà à avoir 2 000 € et en fin de carrière, il finira peut-être à 5 000, je sais pas, ça, j'extrapole, mais voilà. Et donc, ils pensent juste à l'argent qu'ils vont avoir sur le coup. Après, certes, ils en ont peut-être besoin, on ne sait pas, on ne connaît pas les situations de chaque famille. Oui, bien sûr, Oui, c'est ça. On a toujours besoin. Oui, c'est sûr. Mais je veux dire, ils ne pensent pas forcément au long terme. Comme tu disais, ils pensent qu'au court terme, et ça, c'est vraiment dommage. Et il faudrait plus pousser nos jeunes à réfléchir sur le long terme et pas sur une le vision court terme. systémique des choses. Voilà. Ouais. Après, personnellement, je pense qu'il y a quand même des conditions structurelles qui font qu'on en est là. Déjà, les immigrés d'Afrique subsaharienne, ils ne sont pas beaucoup en France. Et pour la plupart, à mon sens, j'ai quand même l'impression qu'on est pauvre. Qu'on est plus ou moins dans des endroits qui sont populaires, parfois malfamés, mais c'est comme ça. Se poser cette question de comment est-ce qu'on fait pour sortir de la misère et de la dignité, c'est une réelle, je pense, c'est une question qu'il faut avoir le temps de s'adresser. Et parfois, quand tu es parent de plusieurs enfants et tu travailles dans des conditions qui sont parfois assez misérables, c'est peut-être pas un luxe que tu as de te poser ces questions. Tu es dans l'immédiateté, tu es dans il faut que j'arrive à payer ceci pour mes enfants, ceci pour cela. Et je pense que dans ces cas-là, quand tu as des familles qui sont parentales, monoparentales parfois, et qu'ils arrivent à assumer l'éducation de plusieurs enfants jusqu'au lycée, voire parfois jusqu'au supérieur, au premier cycle, c'est déjà pas mal. Après, moi, ce que je déplore surtout, c'est que sur des familles qui sont là quand même depuis parfois plusieurs générations en France, qu'il n'y ait pas cette évolution, et que des parents qui soient arrivés ici plus ou moins en tant que réfugiés et qu'ils ont gratté quelques jobs jusqu'à être régularisés et ensuite gratter quelques jobs, qu'on ait des enfants qui ensuite soient VTC, ça c'est pas possible. Là, ouais, je le déplore. Mais... Après, justement, est-ce que c'est pas notre génération, nous qui sommes les parents de demain, de justement mettre en place les conditions pour que nos enfants et petits-enfants grandissent dans de meilleures conditions? En vérité, c'est nous la génération à venir. Donc, ouais, c'est ça, mais après... Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants si toi t'as connu que ça? Tu vas répéter la même chose que nos parents. Va à l'école parce que l'école c'est bien, mais vu que tu sais pas comment ça fonctionne, alors même que tu as été dedans, au mieux tu vas juste être un daron chiant qui va dire est-ce que tu as fait tes devoirs, va faire tes devoirs, mais rien de plus. Et je parle même pas de demander à ce que tes enfants ils lisent ou qu'ils se construisent un capital culturel qui va être, on va dire, la culture dominante. Parce que bon, après, tu peux le faire lire autre chose que du Dickens et tout, c'est pas la question. Mais c'est surtout de se dire, ok, mon enfant, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Moi, je l'ai peut-être pas fait parce que, même si mes parents, ils avaient mis en place certaines conditions, il n'y avait pas tout qui était réuni, et puis moi, j'ai pas fait les bons choix. Mais toi, il y a ça qui t'est ouvert. Et ma crainte, en effet, comme tu le dis, c'est que sur la grande partie de ceux qui sont semblables, donc issus de l'immigration en Afrique subsaharienne en France, il y a ces mécanismes qui se répètent, mais in fine. Et là, ce serait triste, quoi. Justement, quand je disais nous, je parlais de nous qui avons fait des études et qui, justement, avons une vision un peu plus globale. Ouais. Après, moi, je travaille plus ou moins dans l'éducation et je vais continuer dans ça. Donc, à encore plus forte raison, je connais le système et j'ai vocation à le connaître parce que c'est des questions qui m'intéressent. Donc, ouais, clairement, mes enfants, je vais leur laisser le choix parce que j'ai envie qu'ils soient heureux. Mais l'idée, c'est clairement de leur dire, mon pote, ici, on n'est pas dans les études courtes. Donc même si t'aimes bien les métiers manuels, les trucs et tout, on va essayer de trouver des moyens qui te permettent d'avoir quelque chose qui te permette de sécuriser un maximum ta situation. Parce que bon, c'est pas juste des études longues pour faire des études longues. Je vais pas envoyer tout le monde faire des doctorats dans les sciences naturelles ou dans les sciences exactes. Mais si demain j'ai mon enfant qui me dit vas-y, j'aime bien les soins,
j'ai envie de devenir aide-soignant, je me suis dit, pourquoi pas médecin? C'est ça l'idée. On arrive malheureusement à la fin de cette discussion. À nouveau, merci beaucoup pour tous vos témoignages, c'était super intéressant. Quelqu'un veut dire un petit mot pour la fin, pour clôturer cette discussion passionnante? You don't have the capacity. À tous ceux qui pensent qu'ils don't have the capacities, vous avez la capacities. Mais bon, après, je sais pas s'il y a beaucoup de gens, d'auditeurs qui sont en train de préparer le bac. Moi, je vous conseille d'être le plus ambitieux possible. Et même si ça implique que vous ayez des rêves qui soient juste pas possibles. Moi, quand j'avais... je vais vous raconter ma vie, du coup, j'en profite. Allez, Première année de DUT, la perspective la classique, c'était de faire une licence pro. Moi, je rêvais des meilleures écoles de commerce. Mes profs qui encadraient mon département technique de commercialisation, ils m'ont dit... tu veux rentrer à Dauphine, tu veux rentrer à HEC, ils prennent pas des gens DUT. J'ai gratté, je me suis rendu compte que c'est possible. Maintenant, je vise plutôt des masters sélectifs en sciences humaines et sociales ou type Sciences Po, et je me dis que c'est possible. Mais si j'avais pas fait l'effort de me dire que c'est possible, personne ne l'aurait fait à ma place, personne m'aurait dit ça à ma place, et je serais peut-être dans les filières dans lesquelles tous mes camarades étaient, et c'est bien pour eux, mais moi, c'est pas ce que je vise. Donc, même si aujourd'hui vous avez fait des bacs qui sont peut-être pas ceux que vous auriez dû faire pour ce que vous voulez faire, allez au bout de ce que vous voulez vraiment faire, parce que sinon vous serez triste. Ouais. Soyez ambitieux et surtout faites des études que vous aimez. Parce que j'ai beaucoup parlé avec des gens qui étaient en droit et qui faisaient ça pour faire plaisir à papa, maman ou autre, mais qui au final n'aimaient pas. Donc vraiment, levez-vous le matin pour des études que vous aimez, parce qu'à la fin, le métier que vous allez faire, c'est un métier pour lequel vous allez vous lever tous les jours, et c'est pas très agréable de se lever le matin en disant « Ah, faut que j'aille travailler », tu vois. Faut y aller en mode « Ah, c'est cool, aujourd'hui je vais apprendre de nouvelles choses », ou on va avoir un mood comme ça plutôt que se lever en reculons. Moi, personnellement, dans les moments durs, je me disais quoi qu'il arrive, si je travaille, la vie sera dure. Si je travaille pas, la vie sera dure quand même. Donc, travaillez. Tant qu'à faire. Parce que dans tous les cas, vous allez devoir payer l'école de la vie très cher, et avec des meilleurs outils, des meilleurs et des meilleures armes, on avance quand même plus facilement. Donc, c'est une question aussi de vie, de survie, d'épanouissement. Enfin, bataillez pour vous-même. Faites-vous ce privilège-là. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Le Maquis, le podcast de la MECAS. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Enfin, si vous voulez continuer la conversation, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et donnez votre avis via le hashtag Le Maquis. À très vite.